Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial économie et l'Afrique, puisque nous sommes ici à Paris à l'occasion de la 12e édition du Forum économique sur l'Afrique, organisé par l'OCDE. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Mario Pezzini, qui est le directeur du Centre du développement de l'OCDE. Monsieur Pezzini, bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous recevoir, donc ici chez vous-même. On l'a dit, 12e édition de ce Forum économique, donc c'est désormais une tradition, mais franchement, qu'est-ce qui fait la différence de ce forum par rapport aux nombreux forums économiques qui parlent de l'Afrique, mais dont il ne sort rien de concret après de belles discussions de salon? Le forum, c'est, disons, la fin d'un processus qui commence bien avant, un processus qui nous fait produire ce qu'on appelle les perspectives économiques de l'Afrique, une initiative à l'origine de la Commission européenne, mais qui est fait depuis 12 ans par la Banque africaine de développement, le Centre de développement, et plus récemment par UNECA et par le PNUD. Alors, tous les ans, on analyse la situation macroéconomique, mais on fait aussi des analyses sur un sujet. Et là, ce sujet, on le discute avec des policymakers et on souhaite après discuter avec eux comment traduire ce qu'on a analysé dans des politiques et, si possible, dans leur mise en œuvre. Voilà la spécificité de ce forum. Tous les ans, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse afin d'avoir un impact sur les décisions, d'aider fondamentalement les décisions des gouvernements. Alors vous l'avez dit, on va revenir sur le thème justement des perspectives économiques de l'Afrique qui en 2012 était la promotion de l'emploi des jeunes. On va parler de ce thème plus précisément. Mais avant tout, je veux savoir, vous dites, vous voulez avoir un impact. Comment avoir un impact si ce n'est en terminant ce forum, avoir une sorte de charte du Forum économique de l'OCDE où il y aurait des engagements pour les éminentes personnalités qui sont là. On a vu tout au long de la journée des ministres, des premiers ministres, des chefs d'entreprise, des leaders d'opinion qui se sont succédés dans la salle de conférence. Mais que sortira-t-il de tout ça si ce n'est un beau souvenir d'un beau panel? Vous avez raison, il y a beaucoup d'occasions pour se rencontrer, pour discuter. Mais elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des occasions dans lesquelles on fait connaître notre position. Je parle comme un décideur politique. Et donc on y va et on lit. Il y a d'autres occasions dans lesquelles on négocie des traités et on sort avec un texte. L'objectif de nos forums n'est pas celui-là. C'est de faciliter le dialogue des politiques. Donc on souhaite qu'on arrive à des discussions dans lesquelles on ne lise pas et on dise le fond de sa propre pensée et on se confronte avec les autres. Et paradoxalement, il y a beaucoup de moments pour discuter, pas assez pour penser. Alors nous, on voudrait faire les deux choses en même temps. Le recul de la pensée, de la... Exactement, avoir un lieu tranquille dans lequel on puisse se confronter sincèrement, sans être soumise au feu immédiat de la presse ou des groupes organisés. Voilà, donc un endroit confortable dans lequel on puisse changer des idées, tous avec la même voix. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée qu'on a. Mais n'empêche qu'une fois produit ce savoir, qui est le résultat de plusieurs têtes à penser, mais on pourrait aussi arriver à des recommandations plus précises. Mais il faut que la décision ne vienne pas de nous. L'OCDE, c'est un organisme international qui serve les gouvernements. C'est une aide à la décision, c'est un corpus de connaissances pour aider les politiques ou les autres à décider. C'est eux qui sont élus, c'est eux qui ont la légitimation pour pouvoir prendre des décisions. C'est pas l'OCDE aide. Alors revenons sur le thème de cette année, des perspectives économiques africaines, qui était la promotion de l'emploi des jeunes. Quelques chiffres d'abord. L'Afrique en moyenne compte près de 60 à 65% de la population de moins de 25 ans. En 2050, les perspectives montrent qu'il y aura près de 2 milliards d'habitants sur le continent africain, dont pratiquement les 2 tiers seront des jeunes de moins de 25 ans. Quant aux perspectives économiques proprement dites de l'Afrique, c'est la croissance qui stagnait à 5% en 2010, elle va tomber à 4,5% en 2012 et à 4,8% en 2013. Il y a eu le choc aussi du printemps arabe au nord du continent. L'Afrique est diverse, mais il y a aussi ce phénomène que l'on commence à observer et que peut-être le printemps arabe nous a dévoilé, c'est que on peut avoir des bons chiffres, si vous voulez, de croissance, mais en même temps, cela n'entraîne pas automatiquement l'emploi. C'est ce qui s'est passé par exemple en Tunisie, fort taux de chômage d'une jeunesse bien formée et en même temps qui
qui coïncidait avec un bon taux de croissance? Très bonne question, parce que vous avez tout à fait raison. Beaucoup de pays, surtout dans l'OCDE, voudraient avoir les taux de croissance de l'Afrique. C'est pas que l'Afrique, hein. En Amérique latine, on estime, on sera autour de 4 en termes de croissance. En Asie, on parle de 5, 5,2. Si on inclut la Chine et l'Inde, ça va être encore plus. Je parlais de l'Asie du Sud-Est. Donc, les pays en développement ont des taux de croissance largement plus importants des taux des pays de l'OCDE. Toutefois, ils partagent un problème similaire, le problème du chômage ou du sous-emploi. Ça dépend si on est au nord de l'Afrique ou au sud de l'Afrique. Ils le partagent avec l'Espagne, avec l'Italie, avec les États-Unis, le Mexique, la Turquie, moins. Voilà, mais ils le partagent avec des autres pays. Donc comment ça s'explique? Ça s'explique avec le fait que la croissance est probablement une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il dépend aussi de quel type de croissance. Or, en Afrique, il y a deux situations extrêmes, juste pour simplifier. D'un côté, on a les pays qui voient leur développement tiré par les matières premières, les matériaux, disons. La demande a augmenté, grâce aussi aux autres émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil. Voilà. Aujourd'hui, la Chine est le deuxième partenaire de l'Afrique après l'Union européenne, a passé les États-Unis en 2009. Et donc, cela permet au prix des matières premières d'augmenter. C'est bien. Ça facilite le développement du secteur minier, ça facilite les profits, des fois aussi les rentes de ce secteur. Mais ça facilite aussi les services pour ceux qui ont ces profits et ces rentes et qui achètent plus bien des services, disons. Voilà. Mais ça ne facilite pas l'industrie manufacturière parce qu'elle se trouve avec des taux d'échange très élevés, donc automatiquement le prix de leurs produits augmente et sont moins compétitifs. Alors, cette industrie manufacturière qui n'est pas très développée dans ces pays, elle se trouve encore plus contrainte. Et voilà que si la base économique n'augmente pas, s'il n'y a pas plus d'activité économique, eh bien il y a moins d'emplois. Alors là, il faut intervenir autrement. Il y a un deuxième cas de figure, et le deuxième cas de figure, c'est les pays où il y a une industrie manufacturière, mais quand on y regarde de près, on voit qu'il y a des grosses entreprises, des oligopoles, qui sont... 2 ou 3 qui se partagent le marché, allez, quelques-uns, quoi. 2 ou 3, quelques-uns. Et il y aurait beaucoup plus d'opportunités qui ne sont pas exploitées aussi parce que la croissance est limitée un petit peu par ces groupes. Le reste de l'économie reste à moderniser et ça ne se fait pas parce que les investissements ne sont pas assez, parce que l'activité de l'État n'est pas suffisante et voilà. Alors dans les deux cas, il y a un impératif. L'impératif est la diversification de l'économie, la construction d'autres types d'activités, surtout manufacturières et donc la création d'emplois. Vous avez parlé de la Tunisie, c'est intéressant comme exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a en Tunisie? On a effectivement un pays qui pendant 10 ans il a eu 5% de croissance. En Europe, beaucoup, il signerait immédiatement. Un pays qui a eu 3% de déficit chaque année du secteur public, c'est pas élevé, hein? C'est le critère Maastricht. Une dette générale autour de 42-43%. Aujourd'hui, les États-Unis ont le double, et c'est pas que les États-Unis, voilà. Donc, en général, un pays qu'on aurait dit bien. Et pourtant, il y a eu le printemps arabe. Pourquoi? Parce que, d'un côté, quand le pays se développe, les gens quittent la pauvreté extrême, et donc ils ont des expectatives. Mais ce n'est pas une classe moyenne, comme des fois on l'appelle. Parce qu'une classe moyenne, comme on la pense, des fois on pense à une famille avec 2 parents, 2 enfants, 2 voitures, 2 chiens, 2 frigidaires et tout ça. Non, là on parle des gens qui restent dans l'économie informelle, qui quand ils terminent de travailler, ils vont à la retraite, ils n'ont pas de pension parce qu'ils n'ont pas cotisé. Quand il y a quelqu'un qui meurt ou a une maladie dans la famille, ils régressent dans la pauvreté extrême. Donc une précarité de ce une statut. vulnérabilité, exactement, aux précarités. Résultat, ils ont des expectatives, mais ils se sentent fragiles. Et là, ça crée une tension. Et ça crée une demande, un malaise social. C'est intéressant, nous, on avait mesuré les index des croissances de l'éducation et des perceptions de la croissance dans une série de pays. À peu près les 3 allaient dans la même direction. Croissance économique, augmenter l'éducation, augmenter le sentiment de bien-être. Mais en Tunisie,
non. Le sentiment de bien avant la révolution était faible. En Thaïlande, la même chose. Et on voit dans ces pays apparaître des forts mouvements sociaux. Les jeunes, on les a envoyés à l'université, ils sortent, ils veulent faire un travail. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Seulement une économie informelle avec des très faibles qualifications. C'est bien qu'il y a une tension. Si vous êtes l'enfant d'une famille marocaine il y a 50 ans, ou d'une famille du Maghreb, disons, où la fertilité était de 7 enfants par femme, aujourd'hui elle est 2,1, plus faible qu'en France. Dans le passé, vous étiez la retraite de vos parents. Aujourd'hui, vous êtes l'espoir de vos parents. Et si votre fils ou fille, ils sont malheureux, ils ne trouvent pas d'emploi, c'est toute la famille qui est bouleversée. Et voilà donc que le problème des jeunes n'est pas un problème quelconque. Ils dénoncent un problème de fond. Et d'abord, ils dénoncent le fait que les économies pourraient croître de façon différente, ou même croître plus que ça, mais aujourd'hui, il y a des obstacles. Il faut enlever ces obstacles. Il faut diversifier, comme vous l'avez dit, créer augmenter la productivité, développer les secteurs à haut niveau de main-d'œuvre, haut employabilité, si on peut dire. Et pour ça, je parle là-dessus maintenant de l'Afrique subsaharienne, le véritable obstacle pour créer plus d'industrie manufacturière, c'est l'obstacle de l'énergie. Et on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui aussi. On a parlé du financement aussi. On va peut-être en dire quelques mots. L'accès au financement pour les entrepreneurs, ce qu'on appelle le missing middle. C'est-à-dire, il y a peut-être des microcrédits, il y a peut-être de l'argent pour les grosses infrastructures, mais l'entrepreneur moyen, là, le PME, lui, il a du mal à avoir, il a beaucoup de mal à avoir accès à un crédit. Ça, on va en parler. Mais moi, je voudrais d'abord parler de la question de l'énergie qui est cruciale pour l'Afrique subsaharienne. On va créer des industries de transformation qui peuvent employer de la main-d'œuvre. Vous avez raison, l'énergie, c'est une nécessité pour une entreprise. Mais là, vous posez une question qui, en vérité, mérite une réponse plus générale, c'est-à-dire, pourquoi on parle des petites entreprises? Disons-le, le secteur public est souvent le lieu dans lequel beaucoup de gens pensent de trouver un emploi. Et sûrement, il a joué ce rôle. Et des fois, il peut jouer ce rôle. Mais la quantité de jeunes qui vont rentrer dans le marché du travail est tellement grande que le secteur public ne sera pas capable d'absorber cette énorme quantité de gens qui rentrent dans le marché du travail. Donc, c'est important, mais ce n'est pas la réponse. Les grandes entreprises, les investissements étrangers, ils pourront même en monter beaucoup, mais ils créeront des emplois, comme ils ont fait. Mais à nouveau, pas assez. Donc on regarde aux petites et moyennes entreprises, formelles ou informelles. Et on se dit comment est-ce qu'on peut augmenter leur compétitivité. Alors, si on rentre dans ce domaine, une petite entreprise est petite. Si elle veut être compétitive, il faut qu'elle se spécialise. Et si elle se spécialise, elle ne peut pas faire 18 choses. Il faut qu'elle se concentre. Et il faut que le tissu autour de la petite entreprise dans laquelle elle est localisée soit en condition de lui offrir ce qu'il nécessite. L'énergie, les transports et la logistique, les services de toutes sortes, sur le personnel, l'administration, la comptabilité et tout. Or, si ce tissu n'est pas en condition d'offrir ces ressources, eh bien, c'est la compétitivité de l'entreprise qui en souffre. La compétitivité de l'entreprise ne dépend pas seulement des décisions de l'entrepreneur. Il dépend de beaucoup de choses qui sont alentour. L'énergie étant un de ça. Mais vous avez nommé aussi le crédit. C'est la même chose. Pour une banque, souvent, est plus facile, à parité des profits, donner un crédit à une grande entreprise qu'à une petite. Pourquoi? Parce qu'elle a plus d'informations et plus de collaterals de la grande entreprise que de la petite. Donc il y a une faillite systématique du marché du crédit reliée à une asymétrie d'information. Je connais le grand entrepreneur, je sais qu'il est fiable, je ne sais rien du petit. Il faut trouver des mécanismes pour résoudre ça. Voilà. Sinon, la petite entreprise va être affectée. La chose intéressante, et je peux continuer, la chose intéressante est que quand on pense à l'emploi, on dit qu'il faut des politiques de l'emploi. Mais non, il faut des politiques de l'emploi sans doute, mais il faut aussi des politiques pour l'activité économique. Sinon, on crée une bonne offre, mais la demande ne suit pas, les jeunes rentrent dans le marché du travail, sont frustrés, et voilà que la bombe sociale, elle explose. Exactement. Il faut les deux. Il faut les deux. Et sans vous obliger à faire un classement, comment je veux dire ça, un classement du meilleur élève, quel est le pays, si vous voulez, qui jusqu'à présent
est dans la bonne direction, si on peut dire? Parce que je veux dire, on fait des classements doing business, quel est le pays qui fait les meilleures réformes économiques, je veux dire, mais quel est le pays qui, pour l'instant, a fait les meilleures réformes pour créer un environnement qui favorise l'emploi? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. Pour quelle raison? Parce que il n'y a pas une seule solution pour tous les problèmes. Surtout, ça dépend qu'est-ce qu'ils produisent, le pays. Alors vous avez des pays qui produisent des minéraux qui sont effectivement avancés. Il y a des pays manufacturiers qui sont plus avancés que d'autres. Il y a des pays qui partent plus en arrière, plus en avant. Je ne pense pas qu'on puisse reproduire en quelque sorte les problèmes du Washington Consensus, de penser qu'il y a un décalogue qui s'applique à tout le monde. Il y a, déjà, c'est pas une idée nouvelle, il y a quelques milléniums que quelqu'un d'autre y avait pensé. Mais même quand on l'a multiplié, on a dit c'est pas 10 règles, sont 20, on retombe toujours sur la même histoire. Il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles. Ce n'est pas les pays plus développés que nécessairement ils peuvent raconter qu'est-ce qu'il faut faire aux autres. Des fois c'est l'inverse, on le voit aujourd'hui. Les pays latino-américains qui ont passé une crise sérieuse de leurs finances, aujourd'hui ils pourraient raconter aux pays européens quoi faire, et avant tout aux États-Unis, d'où la crise est partie, là où sont les problèmes. Donc il n'y a pas un véritable modèle. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une sincère diagnostic de quelle est la situation nationale. On suit des modes. Des fois, on prend passion pour la réforme de la régulation, des autres pour la simplification administrative. Après, on dit sont les investissements étrangers. Après, on s'invente une autre chose. Mais on n'est pas dans une discothèque. Alors, c'est mieux étudier exactement quels sont, voilà, et quels sont les avantages comparatifs, donc spécifiques de chaque pays, et voir quel type de stratégie il faut pour chaque pays. C'est plus le temps de donner beaucoup de prescriptions. C'est le temps pour de faire un petit peu de diagnostic. D'autre part, il y a un temps pour tout. Et il nous reste quelques minutes, je voudrais revenir avec vous, parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire depuis lors. L'année dernière, vous avez tenu une conférence à Busan, en Corée, sur l'efficacité de l'aide. Je veux dire, problème aussi intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Vous vous rappelez le livre de Dambisa Boyo qui disait « l'aide qui tue ». On a beaucoup critiqué l'aide, et puis de toute façon, on sait bien que cette aide-là, c'était pas une perspective. Je veux dire, il faut s'en sortir de l'aide. Il faut que les pays, je parle là des pays africains, puissent se subvenir eux-mêmes à leurs besoins, donc ce n'est que pour un temps. Et alors, il y a le débat sur l'efficacité de l'aide, qui est un débat qui date à peu près d'une vingtaine d'années. Quelles sont les conclusions, ou les deux conclusions les plus importantes que vous avez tirées de la conférence de Busan sur cette question de l'efficacité de l'aide et qui peuvent se traduire de façon pratique? En vérité, Busan, à mon avis, avait à l'origine une réflexion très importante. Le monde a changé. Si vous prenez les dernières 10 ans du millénium passé, donc les années 90, les pays qui ont eu un taux de croissance plus que le double des pays de l'OCDE, étaient 13. Il y avait la Chine, il y avait le Chili, il y avait la République dominicaine, quelques-uns d'autres. 10 ans après, les premières 10 ans du 2000, donc 2000-2010, les pays avec un taux de croissance plus que le double de l'OCDE, ils étaient 83. Donc ça s'était produit une révolution. Et c'est un changement épocal, ça. C'est pas une chose qui passe. Ce qui s'était produit est que le centre de gravité de l'économie est en train de se déplacer. Il y a des économistes qui s'amusent à faire des cartes de cette nature. Avant, il était à peu près sur les îles Açores. Aujourd'hui, il est à peu près à l'est de la Turquie. Et il continue à se déplacer vers l'Asie et en partie vers le sud. Bon, ce changement général a produit beaucoup de conséquences. Entre autres, il y a eu 1,5 milliard de personnes qui sont rentrées dans le marché du travail. 2, ce changement a réduit la pauvreté extrême. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de pauvres extrêmes qu'avant. Mais il a changé aussi le fait qu'il y a de plus en plus une coopération entre le Sud et le Sud. Alors, les pays qui traditionnellement faisaient de la coopération, ils l'appelaient, en vérité c'était donner de l'aide. Ils ont dit, eh non, il faut qu'on rediscute, parce qu'il y a ces nouveaux acteurs. Donc pourquoi on les invite à notre table et on discute ensemble quelles règles suivre dans la coopération afin d'exploiter des synergies et pas. Alors les nouveaux pays, ils disaient, mais nous on ne fait pas la coopération comme vous avez un passé colonial, vous avez des autres histoires, nous on est sur un autre domaine.
La coopération chez nous, c'est de la coopération entre des pairs, n'est pas de la coopération entre... Voilà, ça c'était leur argument, je ne sais pas s'ils avaient raison ou tort. En tout cas, c'était ça. Alors, Busan, c'était un grand effort pour créer un partenariat qui permettait une table de discussion entre ces donneurs. Là, c'est, à mon avis, le point principal de Busan. Et c'est une ouverture, c'est commencer à comprendre le changement qui s'est produit dans le monde. Ça va prendre du temps, mais c'est une direction indispensable. Alors, la deuxième est, est-ce que quand on appelle de développement, on parle seulement de la coopération internationale, des aides et monétaires ou non? Eh bien, la réponse est non. Quand on parle de développement, c'est important de discuter des ressources, mais c'est aussi important de discuter qu'est-ce qu'il faut faire avec les ressources. Donc, ce n'est pas seulement la aid effectiveness, c'est aussi la development effectiveness. Il y a des pays aujourd'hui en Amérique latine, pour éviter des erreurs diplomatiques avec l'Afrique, permettez-moi de prendre un autre cas. Vous avez des pays comme le Guatemala dans lequel les impôts sur le PIB sont 12-13%. Même le Mexique est autour de ce pourcentage si on ne compte pas le pétrole. Et vous avez des pays comme le Brésil qui est à 30%. Alors le Brésil est en condition de faire des politiques publiques qui ressemblent à celles des pays de l'OCDE, où le revenu fiscal est de 35% en moyenne. Guatemala, non. Alors, il y a des pays développés qui peuvent faire son propre développement. Ils peuvent mobiliser des ressources pour le développement, autres non. Donc le développement est quelque chose de bien plus large que la seule question de la financiation. Merci beaucoup, Monsieur Pezzini. On aura encore l'occasion de parler avec vous longuement, je veux dire, de ces questions de développement. Ce ne sera pas la première fois, bien sûr, que vous exprimerez sur Vox Africa, mais merci déjà pour l'entretien d'aujourd'hui. Un plaisir, comme d'habitude. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.